Merci d'être là. Merci Flora. C'est très cool voilà, de nous donner ton avis sur ce sujet qui est hyper important. Juste pour commencer, avant de donner la parole à Flora, je voulais vous parler d'un nouveau dispositif qu'on a lancé avec The Product Crew. Donc, The Product Crew, on existe depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. On a travaillé avec une centaine de startups et scale-up pour le staffing de leur product manager. Et là, on a lancé un tout nouveau dispositif là, en juillet qui s'appelle Open Candidates. Tous les candidats qui souhaitent être visibles sont pushés en fait auprès de nos recruteurs partenaires et sont contactés directement. C'est aussi simple que ça. Là, depuis début juillet, on a 120 candidats, un peu plus, je crois, qui ont été pushés à une trentaine d'entreprises tech partenaires. Donc voilà, vous avez jusqu'au 15 juillet pour vous inscrire. On va vous mettre le lien dans la chatbox. Et voilà, n'hésitez pas, il y a vraiment du beau monde en termes d'entreprises tech là, ce mois-ci. Voilà pour nous. Et Flora, je te laisse, si tu le souhaites, te présenter. Ok, ça marche. Salut tout le monde déjà. Ravie de passer ce petit moment avec vous. Je vais vous partager en tout cas ce que j'ai pu apprendre en tant que recruteur chez Captain Contrat pour des product managers. Ça reste notre exemple. Je vais vous montrer aussi à quoi ressemble notre étude de cas, qui est peut-être un peu différente de celle que vous allez rencontrer. Mais je pense que 80% des choses que je vais vous dire, elles seront partagées, quelle que soit la typologie d'étude de cas. Et surtout, je vais essayer d'être le plus concrète possible en termes de ce que j'attends, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je ne veux pas voir quand je rencontre un candidat pour que ça puisse vous aider au maximum. Pour revenir rapidement, moi, sur mon background et que vous en sachiez un peu plus sur moi, moi, j'ai une double formation d'ingénieur et à l'ESSEC. Après, j'ai passé 7 ans chez L'Oréal en marketing pur et dur, un peu à l'ancienne, comme on peut l'imaginer dans un grand groupe. Mais c'était une super expérience, hyper formatrice. J'ai passé ensuite 2 ans dans une boîte de conseil qui s'appelle Artefact, qui est spécialisée en digital et en data. Et puis, il y a 3 ans, j'ai rejoint donc Captain Contrat, changement complet de structure, startup. On est 50 aujourd'hui. Et je gère l'équipe produit. On est 8 personnes avec product manager, product designer, product marketing manager dans l'équipe. Et donc, j'ai eu l'occasion depuis 3 ans de faire passer pas mal d'entretiens un peu à tous les niveaux, stagiaires, juniors, seniors, et sur les différents métiers du produit. Et donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mehdi, je te laisserai peut-être me faire un petit signe si on approche de la fin et que j'ai pas du tout assez avancé. Yes, bien sûr. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Déjà, un premier point assez classique sur comment on prépare, comment on construit son étude de cas. Ensuite, je vais vous partager quelques exemples que j'ai pu avoir en entretien, de choses très bien et de choses un petit peu plus énervantes quand on est recruteur. Et enfin, je vais vous parler de comment clôturer, comment terminer son étude de cas pour laisser une bonne impression. Ça reste mon point de vue. Si vous en avez d'autres à la fin, pendant les Q&A, je serais ravie d'échanger et de partager vos expériences. Donc, on va démarrer par la préparation de l'étude de cas. Pour moi, la première chose la plus importante, c'est que quand vous êtes en étude de cas, vous êtes un product manager et donc vous êtes un petit détective. Et votre premier objectif, c'est de vous interroger, chercher, creuser toutes les informations que vous pouvez trouver pour répondre à l'étude de cas. Donc, pour la première chose, déjà, vous avez un allié de poids qui est en fait tout simplement le recruteur, la personne qui vous donne cette étude de cas. Cette personne, vous pouvez la solliciter. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas m'engager pour tous les recruteurs, mais en tout cas, moi, je sais que si un candidat il me pose des questions avant l'entretien, je vais lui répondre et je vais même trouver ça très positif qu'il me sollicite. Et je pense qu'en startup, c'est globalement quelque chose qui est partagé. Donc, n'hésitez pas à demander à votre recruteur, OK, combien de temps je vais avoir pour restituer mon étude de cas? Est-ce que vous attendez un format, un support d'un type spécial? Combien de temps je dois y passer aussi, combien de temps vous attendez à ce que je consacre à cette étude de cas, parce que ça va vous guider et puis en plus ça va commencer à instaurer un dialogue en fait avec la personne que vous allez projeter comme manager. Et en tant que manager, il n'y a rien de plus agréable que d'avoir
quelqu'un en face qui vous pose des questions, qui vous demande quelles sont vos attentes. Et là, déjà, vous commencez, pour moi, à gagner des points si vous vous interrogez sur les attentes du recruteur. Et bien sûr, le recruteur, vous pouvez aussi lui poser des questions sur le fond, sur le problème qu'il vous soumet. S'il y a des choses que vous ne trouvez pas claires dans l'énoncé, vous pouvez toujours tenter de poser des questions, même s'il ne vous répond pas. Je pense que ça sera toujours vu comme un bon signe. Moi, vous allez le voir juste après, mais notre étude de cas chez Captain Contrat, elle est super élusive, elle est très, très large, on peut partir un peu dans tous les sens. Et justement, c'est un premier checkpoint pour moi de savoir est-ce que la personne, elle me pose des questions, comment elle définit son périmètre, comment elle recentre le débat. Parce qu'en fait, pour moi, c'est le miroir de la vraie vie. C'est que la vraie vie, on a une idée de problème un peu floue et le rôle du product manager, c'est de cadrer, de creuser, de diguer, de préciser le problème. Et du coup, pour moi, ça se voit dès les premiers instants et dès les premières réactions à l'étude de cas. Ensuite, la deuxième chose, c'est vous-même, vous allez vous interroger, vous mettre à la place d'un prospect ou d'un client de l'application, du produit que vous êtes en train d'analyser. Et puis, juste ouvrez vos yeux, faites un parcours complet d'utilisateur et puis notez-vous un peu toutes vos impressions, toutes vos premières impressions. Je pense que voilà, c'est un premier moyen d'aller commencer à creuser et chercher des informations sur le produit. Tout simplement de se mettre à la place du client et de se dire, OK, moi, si je devais acheter ce produit demain ou si j'utilisais ce produit demain, qu'est-ce qui me semble cool, qu'est-ce qui me semble pas cool, quelles impressions j'ai quand je fais telle ou telle étape du parcours. Faites votre propre empathie map comme si vous étiez un utilisateur. Et puis aussi, aller voir la concurrence, aller regarder les autres outils qui peuvent être un peu similaires dans l'écosystème de cette startup. Parce que ça va vous permettre de vous donner des idées, de vous donner des pistes de problèmes ou de solutions qui peuvent être intéressantes pour la cible que vous êtes en train de regarder. Typiquement, nous, Captain Contrat, j'ai complètement oublié cette partie. Captain Contrat, on aide les TPE, PME à gérer leur juridique. En fait, ce que je vais attendre des candidats, c'est peut-être qu'ils aillent voir aussi ce que proposent des banques, des experts comptables. Parce qu'en fait, si vous commencez à fouiller un peu dans tout l'écosystème des produits qui sont soumis à un entrepreneur, en fait, vous allez mieux comprendre le problème, vous allez mieux comprendre la cible et probablement qu'après, vous allez pouvoir avoir plein d'inspirations pour me proposer des solutions en tant que Captain Contrat. Et puis, votre dernière ressource, c'est bien sûr les prospects et les clients. Alors oui, on n'en a pas, vous êtes en train de faire une étude de cas, donc vous n'en avez pas forcément sous la main, mais vous avez des proches, vous avez un réseau. Donc, si vous êtes sur un produit grand public et B2C, il n'y a quand même rien de plus simple que d'aller demander à 2-3 potes ce qu'ils pensent de ce produit, s'ils l'ont déjà testé, pourquoi, comment ils ont trouvé leur expérience pour faire un mini discovery. Et même dans le cas de Captain Contrat, où notre cible, c'est des entrepreneurs, franchement, les candidats les plus débrouillards, ils trouvent toujours 1 ou 2 potes qui sont en train de monter une boîte, un ami de la famille qui a été entrepreneur. Et ils arrivent souvent à se débrouiller pour faire une mini discovery, même avec 1 ou 2 utilisateurs, pour se faire une idée et commencer à capter un peu les problèmes qui sont en lien avec ce produit. Et puis, si jamais il y a vraiment personne qui est dispo, vous pouvez lire les avis clients sur le produit, tout simplement, sur Internet. Il y a quand même beaucoup de ressources. Vous pouvez aller lire aussi des forums pour, par exemple, moi, pour les entrepreneurs, il y a beaucoup de forums dédiés aux entrepreneurs. Donc, si mon candidat, il veut comprendre les besoins d'un entrepreneur, il va lire des forums. Et franchement, il y a déjà plein de choses qui peuvent ressortir et plein de choses qu'il peut trouver par ce biais. Donc, c'est assez simple. Et puis la dernière chose, si vous postulez dans une entreprise qui est un peu médiatisée ou dans lesquelles les personnes du produit, elles ont déjà fait des podcasts, écoutez les podcasts parce que souvent, on parle de cas concrets, on explique des choses qu'on a fait et donc vous allez gratter plein d'informations sur les cibles, sur les objectifs de la boîte, sur des exemples de solutions qu'ils ont mises en place. Et donc, tout ça, ça va venir nourrir, en fait, déjà votre manière d'analyser les problèmes qui sont soumis dans l'étude de cas. Et ça va vous donner plein d'idées de solutions que vous allez pouvoir proposer ensuite à votre recruteur. Donc, voilà un peu tout le panel des outils déjà qui s'offrent à vous quand vous êtes devant une étude de cas, que vous ne savez
pas trop comment démarrer et au début, on a toujours la page blanche. Pour commencer à remplir cette page blanche, vous pouvez déjà appliquer toutes ces différentes méthodes et ça va déjà fuser normalement les idées. Et une petite reco, c'est vraiment au démarrage, notez tout, notez toutes les questions que vous posez, tout ce que vous entendez sur le produit. Et comme ça, ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire le tri pour formuler vos hypothèses par rapport à l'étude de cas qui a été donnée. Et puis, dans tous les cas, ça vous donnera aussi des idées de questions à poser pendant l'entretien et donc des choses à discuter avec la personne qui sera peut-être votre futur manager. Donc, notez-vous toutes vos remarques, toutes vos questions. Ça ne rendra que l'entretien plus riche. Deuxième étape, souvent dans l'étude de cas, on va vous dire, OK, quels sont les problèmes. Soit on va vous les donner, les problèmes que rencontre l'utilisateur dans certains types d'études de cas. Dans ce cas-là, peut-être un peu plus simple. Moi, dans le cas de Captain Contrat, je ne donne pas les problèmes. J'attends que la personne et le candidat se mouillent un peu, propose des hypothèses, aille chercher lui-même. Et dans ce cas-là, en fait, moi, j'attends vraiment que la personne, elle me dise, écoutez, moi, j'ai fait le parcours, j'ai interrogé 2-3 personnes, j'ai regardé les avis clients. Et moi, je pense que les problématiques de ce user flow, c'est tel point, tel point, tel point. Bien sûr, les formuler comme des hypothèses, bien montrer que vous êtes conscient que ça mériterait peut-être d'être complété par un peu plus de discovery, par de la data quanti si vous ne l'avez pas eu dans l'énoncé. Mais engagez-vous sur des hypothèses parce qu'en fait, le métier de product manager, à la fin, c'est quand même de comprendre les besoins du client et de toute façon, on n'est jamais 100% sûr. Donc, que vous ayez un peu d'infos ou pas beaucoup d'infos, engagez-vous, proposez des choses, expliquez surtout comment vous allez les valider parce que moi, c'est ça que je vais attendre, c'est que le product manager, le candidat, il me dise voilà, moi, je pense que les hypothèses, mes hypothèses des problèmes que rencontre l'utilisateur, c'est ça, ça et ça. Pour le vérifier, comment je ferais j'irai interroger 10 utilisateurs, j'irai interroger 10 prospects et puis j'irai chercher tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur. J'explique comment je vérifierai l'hypothèse que je suis en train d'énoncer. Pour moi, il n'y a vraiment rien de plus insupportable qu'un candidat qui me dit ah, mais je ne peux pas savoir, je ne peux pas vous dire quels sont les problèmes parce qu'en fait, je n'ai pas assez d'infos, je n'ai pas d'utilisateur sous la main. OK, mais en fait, là, on est dans une étude de cas, donc ce que je vous demande, c'est de vous projeter. Et puis, de toute façon, dans la vraie vie, on n'a pas toujours des utilisateurs systématiquement tout le temps. Donc, à un moment donné, vous allez être obligé, dans votre job de product manager, de vous engager, d'avoir un peu des intuitions, d'avoir des hypothèses. Donc, j'ai envie de commencer à les tester dès l'entretien. Et puis, j'ai envie que vous me prouviez aussi votre débrouillardise. En tout cas, nous, sur notre taille de boîte, on est une start-up, on est 50. Donc, j'ai envie que vous montriez que vous êtes un peu avancé, que vous avez des idées de comment aller prouver les hypothèses, que vous êtes peut-être allé interroger 1 ou 2 personnes pour vous donner les bonnes directions. Et aussi, enfin, que vous pouvez vous projeter dans le produit. Oui, bien sûr, un product manager, il doit être à l'écoute de ses utilisateurs, mais il faut quand même qu'il ait un minimum d'intuition et qu'il comprenne un minimum à l'avance certains éléments du user flow et qu'il soit capable de proposer des hypothèses sur tout ce qui peut bloquer dans le user flow. Donc, n'ayez pas peur de vous engager, de vous mouiller avec toutes les précautions oratoires, bien sûr, précisez que c'est des hypothèses, que ça mériterait de vérifier, mais engagez-vous aussi. Et puis, quand vous parlez aussi de méthodologie, parce que c'est important de dire comment je validerai ces hypothèses, comment je validerai que le problème existe, parlez méthodologie, mais parlez aussi, c'est un bon moment pour faire le lien avec des choses que vous avez déjà fait, avec des problèmes similaires que vous avez rencontrés. Donc, par exemple, je vais dire, OK, moi, j'ai une hypothèse que les utilisateurs, ils dropent sur telle page. Il faudrait que je les interroge. Dans ma précédente expérience, j'ai eu un problème similaire sur mon funnel et j'ai interrogé 10 prospects et je me suis rendu compte que mon hypothèse, elle était juste ou elle était fausse. Rattachez à des choses que vous avez vécues ou à des manières dont vous avez appliqué ces méthodologies par le passé. C'est un bon moment pour faire le pont avec vos précédentes expériences et montrer que, en fait, vous seriez capable de valider les hypothèses puisqu'en fait, vous l'avez déjà fait.
Si ce n'était pas dans une précédente expérience, c'était peut-être dans un projet à l'école ou lors d'une formation. Mais vous avez a priori déjà fait des exercices ou des choses qui vous permettent de montrer que là, on est en train de se projeter, c'est une étude de cas, mais dans la vraie vie, vous l'avez déjà fait et vous êtes capable de le faire. Ensuite, quand on parle d'hypothèse, bien sûr, parler d'hypothèse, mais en précisant quelle est ma cible, quel est mon persona. Donc, qui est la personne à laquelle on s'adresse, dans quel contexte elle se trouve. C'est important de bien repréciser qui est l'utilisateur auquel je m'adresse et les problèmes que j'ai analysés, à quel persona ils correspondent. Pour montrer que vous avez commencé à comprendre un peu les utilisateurs de l'entreprise avec laquelle vous êtes en train de discuter. Et peut-être que vous allez vous tromper, peut-être que le persona que vous allez proposer, il va être faux, mais encore une fois, l'idée, c'est de créer une conversation avec le recruteur. Et normalement, il va réagir si vous vous égarez. Et ensuite, vous allez pouvoir discuter, chercher à comprendre pourquoi vous vous êtes trompé, pourquoi vous avez interprété telle chose, comment le recruteur il a trouvé la bonne persona. Donc, ça, même si vous vous trompez, ça créera forcément des discussions intéressantes. Et en tout cas, moi, c'est ce que je cherche dans une étude de cas. C'est vraiment la qualité de l'échange et de la conversation que je vais avoir, plus que le candidat, il ait la bonne réponse au cas que je propose. Et puis enfin, les petits points bonus, n'hésitez pas à regarder aussi un peu plus loin que le produit. N'hésitez pas à regarder le site vitrine de l'application, la manière dont sont rédigés, est-ce qu'il y a un vocabulaire, est-ce qu'il y a un ton de voix dans cette marque, dans ce produit que vous êtes en train d'aller chercher, c'est quoi le business model, l'offre qui est proposée à l'utilisateur, comment c'est pricé. Parce qu'en fait, tout ce contexte, aujourd'hui, un utilisateur, il n'utilise pas juste un produit. Il va acheter une marque dans sa globalité. Il a eu un parcours qui l'a amené à découvrir un produit. Il va peut-être payer pour ce produit. Donc, tout ça, c'est des éléments de contexte hyper importants pour bien analyser le user flow. Et puis, ça démontre aussi votre capacité à être curieux et peut-être demain, du coup, à interagir facilement avec les autres équipes du marketing, des sales. Donc, n'hésitez pas à regarder un peu plus loin. Demain, vous passez un cas chez, je sais pas, Alan. Ne regardez pas juste l'application Alan que vous utilisez vous. Allez regarder aussi le site vitrine, comment un utilisateur il est amené à s'inscrire sur Alan, comment Alan démarche des entreprises, combien c'est vendu. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des éléments de contexte qui pourront vous servir potentiellement dans l'étude de cas. Si vous avez des questions entre deux slides, n'hésitez pas. Ensuite, je voulais vraiment faire un focus sur quelles questions vous devez vous poser quand vous préparez l'étude de cas. Et pour moi, c'est vraiment le comment. Je pense que moi, c'est la question que je pose le plus à mes candidats. Et donc, le plus vous l'avez préparé, le plus ça sera fluide ou le moins j'aurai de questions et je me dirais, c'est bon, il a tout compris. Moi, j'attends d'un product manager qui soit très pragmatique, qui soit concret et qui me donne des exemples de ce qu'il est en train de m'expliquer. J'attends pas qu'il me sorte une liste de méthodos complètement détachées des problèmes ou des méthodos qu'il n'a jamais appliqués, pour lesquels il n'est pas capable de me dire à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Et donc ça, c'est des petits exemples de questions que vous pouvez vous poser en amont pour préparer votre étude de cas. Comment je prouve les hypothèses que je suis en train de formuler? Comment je les prouverais si j'étais dans la vraie vie? Comment je validerai les problèmes utilisateurs que moi j'ai intuités ou que moi j'ai trouvés dans ma mini-discovery? Comment je prioriserai parmi tous les problèmes que j'ai rencontrés? Et je suis product manager, j'ai une liste de 20 problèmes, il faut que j'en choisisse 3. Comment je ferais pour en choisir que 3? Comment je résoudrais le problème? Donc là, on arrive à, OK, j'ai décelé des problèmes, il faut que je propose des solutions. Donc, proposer des solutions. Donc, vraiment, essayer de répondre à toutes ces questions, essayer de répondre en amont à comment je ferais et de descendre le plus bas possible au moment où vous préparez votre étude de cas. Moi, une question que j'adore poser, c'est vraiment souvent les candidats ils me disent oui, pour valider le problème, j'irai interroger des utilisateurs. OK, mais comment tu ferais pour aller les recruter?
concrètement, ça veut dire quoi, interroger des utilisateurs. Et moi, j'attends que le candidat me dise, en fait, je vais prendre la base client, je vais leur envoyer un email, peut-être je vais faire du cold calling. Et puis, dans ma dernière expérience, ce que j'avais fait, c'est que j'étais descendue dans la rue. Enfin, je veux qu'il me parle de choses vraiment très, très concrètes et qu'il me montre qu'il s'est approprié les méthodologies et qu'il est capable de se projeter dans la vraie vie de ce qu'il ferait si demain, il était en poste chez moi. Donc, toujours proposer des solutions, proposer quel serait le next step si vous étiez vraiment dans la société. On a une question. Et ensuite, dis-moi. Je crois que c'est en relation avec pas ta dernière salade, mais l'avant-dernière. C'est Jean-Luc qui demande si elle est à faire en séance. Est-ce que tu as des pratiques, des tips si elle est à faire, j'imagine, en live ou sur place, l'étude de cas? Ouais. Je pense que ce que vous pouvez faire, même si en live, vous êtes prévenu, donc peut-être vous préparez déjà ce petit set de questions auxquelles vous allez devoir répondre, les questions dont je parle juste après. Déjà, vous êtes préparé votre petite note ou votre petit cahier où vous avez listé toutes les questions auxquelles vous allez devoir répondre. Et ensuite, j'en reviens à ma première. Après, alors, soit c'est en live et vous n'avez pas accès, même pas à un ordinateur, donc dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Mais c'est en fait, utilisez-vous, mettez-vous à la place d'un prospect et d'un client. Imaginez, pensez à l'entreprise, imaginez c'est quoi son business model, c'est quoi ce qu'elle vend, à qui elle le vend. En fait, vous pouvez vous faire toute une liste de questions à l'avance à vous poser. C'est qui est le client de cette entreprise, comment elle est amenée à acheter un produit, quelles sont les attentes avant d'acheter ce produit. Tout ça, vous pouvez le préparer en fait avant d'arriver sur l'étude de cas. Donc, tout ce qui est la cible, les personas, vous pouvez très bien y avoir réfléchi et vous n'avez pas besoin de l'inventer sur le moment. C'est un travail que vous pouvez faire en amont. Et ensuite, pareil, sur les hypothèses, dans ce cas, vous êtes juste tout seul, vous, avec vous-même. Et donc là, vous allez devoir vous fier à vos intuitions. Mais c'est pas grave. Vous pouvez vous fier à vos intuitions. Vous êtes un utilisateur aussi un peu comme les autres au final. Vous travaillez pas encore dans l'entreprise. Vous avez des yeux assez nouveaux. Donc probablement que déjà, ce que vous allez dire, ça sera pas complètement débile. Et dans la mesure, en plus, où vous l'exprimez en précisant bien que c'est des hypothèses et en étant capable ensuite de proposer des méthodologies sur comment les valider ou comment les prouver ou comment j'irai chercher l'information. En fait, moi, c'est ça que je vais attendre. C'est est-ce qu'il y a de la suite dans les idées? Est-ce que même quand je n'ai pas une information, je vais expliquer comment j'irai chercher l'information. Et si le candidat il sait répondre à ça, même s'il ne l'a pas fait là sur l'étude de cas donnée, moi, ça va beaucoup me rassurer. Et si vous arrivez à rattacher à une expérience précédente, là, encore mieux. Ou à d'autres produits que vous avez vus. Mine de rien, je pense que vous côtoyez, vous touchez beaucoup de produits dans votre vie de tous les jours. Encore plus, si vous êtes product manager, vous devez être hyper attentif. Donc, je pense que si vous faites un peu confiance, des idées, vous allez en avoir. Et puis ensuite, il y a la structuration de l'étude de cas. Quand vous allez faire du coup votre restitution, donc une fois que vous avez écrit toutes vos hypothèses, que vous avez réfléchi à comment vous pourriez les valider, que vous avez réfléchi aux solutions que vous pourriez mettre en place. Et ça, pour l'aspect solution, voilà, vraiment, rattachez-vous à des features que vous aimez bien dans les produits, que vous avez expérimenté. Et puis, on n'attend pas toujours des solutions les plus complexes. Une fois que vous avez fait cette grande liste, c'est comment je vais la restituer et comment je vais raconter mon étude de cas. Et ça, surtout si vous êtes en live, je pense que c'est important de se prévoir un temps donné pour poser le récapitulatif et structurer la manière dont on va raconter son étude de cas, parce qu'au final, c'est quasiment aussi important pour moi que le fond de l'étude de cas. Donc, si vous êtes en live et que vous avez un moment de préparation, gardez vraiment quelques petites minutes à la fin pour travailler la manière dont vous allez raconter les choses, pour structurer votre discours, pour faire le tri dans vos idées et que ça soit limpide dans votre tête. Je pense que le cas le plus complexe, c'est si jamais
vous êtes vraiment en live avec le recruteur, un peu comme vous pouvez être par exemple en cabinet de conseil, il vous pose une question, vous répondez, il vous pose une question, vous répondez. Là, n'hésitez pas à prendre quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes pour clarifier les idées dans votre tête, marquer un blanc, marquer un silence ou dire au recruteur. Moi, je n'ai pas de souci avec un candidat qui me dit ok, attendez, je prends 2 minutes pour réfléchir à votre question. Ok, je liste toutes les idées dans ma tête, je fais le travail dans ma tête de me dire quelles sont les 3 plus importantes, ou j'ai un petit papier sous la main pour me noter les bullet points de ce que j'ai envie de dire, et ensuite j'exprime ma réponse. Prenez ce temps-là, je pense qu'on ne vous reprochera jamais de prendre un petit peu de temps et un petit peu de recul avant de répondre à une question, et d'autant plus si ça vous permet d'avoir une réponse qui est structurée, claire, limpide, qui déroule, ça peut être que valorisé. Donc, si vous l'avez préparé en amont, hyper facile, vous avez le temps de bien préparer la manière dont vous allez raconter votre histoire. Mais même si vous êtes en live, franchement, n'hésitez pas à faire une pause après la question du recruteur et de dire « Attendez, juste 2 minutes, je pose mes idées sur le papier, j'écris mes 3 bullet points et ensuite je formule mon histoire et je formule ma réponse. » Moi, j'attends beaucoup que le product manager il sache me raconter quelque chose parce que demain, il va être amené à devoir emmener des devs et même des équipes complètes avec plein de parties prenantes avec lui dans son histoire, dans ses résolutions de problèmes. Et du coup, dans l'étude de cas, c'est un des trucs qu'on teste. Et globalement, la structure qu'on va attendre, c'est toujours, je rappelle le contexte de la question, je rappelle toujours la cible, qui est l'utilisateur, pour bien toujours rattacher à un persona. Ça ne sert à rien de résoudre un problème si on n'a pas défini qui est la personne pour qui on résout ce problème. Ensuite, c'est, OK, quel est le user flow? Quel est le parcours de l'utilisateur? Où est-ce qu'il en est au moment où il s'attaque au problème que vous lui proposez? Donc, par exemple, moi, mon étude de cas, c'est une problématique d'un funnel de conversion qui ne fonctionne pas. OK, en fait, je veux que le product manager il soit capable de m'expliquer qu'avant d'arriver, l'utilisateur, il est arrivé du site vitrine, il a peut-être lu des articles sur mon blog, ensuite il pénètre dans mon funnel de conversion et que son étape d'après, là où je veux l'emmener, c'est jusqu'au paiement. OK, il faut que ça soit vraiment très clair, avoir des petites briques. Si possible, vous avez un support, mais sinon d'être capable de les expliquer. C'est quoi les grandes briques du parcours utilisateur sur lequel on est en train de zoomer et sur lequel on est en train d'identifier des problèmes. Ensuite, quels sont les problèmes que l'utilisateur rencontre et quelles sont les solutions que je propose. Et donc, toujours cet ordre pour que l'histoire elle soit la plus fluide possible et qu'il y ait une vraie cohérence entre, OK, j'ai un contexte, j'ai une cible, j'ai un parcours utilisateur. Dans ce parcours, il y a des problèmes. Et pour résoudre les problèmes, voilà les solutions que je propose. Et si vous êtes capable de raconter votre étude de cas comme ça, franchement, je pense que vous avez tout gagné. Et ensuite, ce qu'on va venir creuser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est OK, là, tu as proposé telle solution, pourquoi tu penses que c'est la bonne? Est-ce que tu as pensé à telle autre solution? Mais là, après, ça devient juste une discussion et la base, elle est déjà validée par le recruteur. On a une question de Pierre qui demande quelle différence ferais-tu entre les enjeux d'une étude de cas en direct pendant l'entretien et une étude de cas à préparer chez soi? Yes. Alors, je pense que justement, sur l'étude de cas à préparer chez soi, moi, c'est notre cas chez Captain Contrat. Moi, du coup, je suis intransigeante sur la manière de le restituer et justement sur la capacité à me raconter une histoire de manière fluide, cohérente, construite. J'attends beaucoup de ça. J'attends aussi que du coup la personne elle est bien fouillée, qu'elle soit allée vraiment fouiller mon site, qu'elle soit allée regarder l'écosystème, peut-être interroger 1 ou 2 personnes, qu'elle ait testé le parcours, qu'elle ait testé l'application, parce que Captain Contrat c'est pas un produit que vous avez testé en général quand vous êtes candidat. Donc je check qu'elle a été curieuse et qu'elle a bien creusé. Et ensuite, je teste sa capacité à prendre une décision de priorisation. Donc, soit elle l'a déjà fait, soit je lui pose la question. C'est parmi tous les problèmes que tu as identifiés. Si tu devais en choisir 1 ou 2, ça serait lesquels? Et parmi les solutions que tu as choisies, si tu devais en développer une seule, ça serait laquelle? Parce que j'estime que la personne, elle a eu le temps de prendre du recul et d'y réfléchir. Donc, elle est vraiment capable de m'argumenter quelque chose d'assez clean là-dessus.
Je pense que sur une étude de cas qui est faite en live, ce que je testerais, en tout cas moi, si je faisais une étude de cas en live, ça serait du coup beaucoup plus la capacité, toi candidat, à te projeter en tant qu'utilisateur. Donc déjà, comment tu vas restituer le parcours utilisateur après l'avoir juste vécu toi ou avec juste les informations que je t'ai données, donc qui sont très limitées. Et est-ce que tu vas avoir un peu l'imagination, en tout cas la capacité de te projeter dans les problèmes que peut rencontrer l'utilisateur. Je pense que la deuxième chose très importante, c'est ce que je viens de dire, c'est est-ce que même si c'est en live, même si tu stresses, même si je t'assaille de questions, tu es capable de prendre du recul, de te poser, de calmer le jeu et de mettre des pauses et de prendre le temps de réfléchir. Un product manager, au final, dans sa vie, c'est quelqu'un qui se fait assaillir de toutes parts tout le temps. Et je pense que dans une étude de cas en live, justement, tu vas pouvoir tester est-ce que le product manager, comment il réagit à la pression? Est-ce qu'il se met à stresser? Ou est-ce qu'au contraire, il prend son papier, il note les éléments, après il dit, attendez, j'ai besoin de 2 minutes pour réfléchir, ok, et je formule une réponse concrète. Donc moi, je pense que c'est ça que j'attends. En tout cas, quand je pose des questions moi, en live et que je vais creuser un petit peu plus loin, moi, j'attends que la personne, justement, elle prenne un tout petit peu de recul. Elle dit, OK, j'ai entendu ta question, je prends le temps de l'analyser et je te formule une réponse qui a du sens. Et peut-être d'ailleurs, je te montre que je fais le tri parmi toutes les informations que tu m'as données. OK, j'ai noté toutes les informations. Ce qui me paraît important, c'est ça et ça. Je pense que c'est ça que j'attends. En tout cas, quand je suis en live, c'est que la personne, elle montre qu'elle ne stresse pas, elle écoute bien ce que je dis et elle capte tous les mots parce que le nombre de réponses que j'ai à côté aussi, tu poses une question sur A et on te répond sur B. Donc, elle m'écoute et ensuite, elle prend le temps de prendre un tout petit peu de recul et de réfléchir 2 minutes avant de se jeter dans une réponse. Super. Je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes, donc on va te laisser enchaîner sur les exemples. Yes. Carrément. Quelques exemples, j'ai fait light. Donc là, je vous ai mis l'exemple de l'étude de cas Catherine Contra. Comme je vous le disais, elle est super light. Donc, c'est une manière de faire les choses. En revanche, je la laisse préparer à l'avance pour que le candidat il ait le temps de bien écrire quel est le périmètre qu'il est en train de considérer, qu'il puisse se poser des questions, qu'il puisse fouiller. Donc, nous, en gros, c'est juste, on a une offre, on a un type de produit qui ne marche pas du tout, sur lequel on n'arrive pas à convertir. Et mes questions, c'est pourquoi cette offre, elle existe à ton avis? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de résoudre? Comment on aurait pu trouver le product market fit? C'est quoi les indicateurs qu'on regarde pour que l'offre, elle fonctionne? Et ensuite, comment tu changerais le parcours utilisateur? En termes de méthodologie, quelle serait ta manière de faire et comment tu analyses les performances? Donc, c'est volontairement des questions très, très vagues. Parce que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir comment le candidat va périmétrer en fait, l'étendue du problème et ensuite va analyser et proposer son interprétation des problèmes que peuvent rencontrer nos utilisateurs. Donc déjà, moi, ce que j'adore, c'est les gens qui posent des questions. Oh, merci. Ok. Quelqu'un a l'air très heureux de l'assemblée. Les questions, moi, que j'adore qu'on me pose, c'est typiquement, vous voyez, il y a une petite phrase dans mon étude de cas, qui est notre offre de rédaction de CDD ne fonctionne pas du tout. Moi, quand un candidat me dit mais pourquoi vous dites que ça ne marche pas, ça veut dire quoi pas marcher pour vous? J'adore. Vraiment, quand tu commences comme ça, déjà, ça commence bien. Ensuite, j'aime bien que les candidats me posent des questions sur OK, mais c'est quoi la taille d'entreprise que vous visez? Parce qu'en fait, effectivement, entre une TPE, une PME, un grand groupe, il faut bien identifier quelle est la cible à laquelle on s'adresse. Donc ça, c'est une super question à me poser. C'est en fait, c'est quoi votre cible? Quel est le contexte de l'utilisateur quand il arrive dans ce produit-là? Quand on lui propose ce produit-là, d'où vient votre trafic? Comment vous faites votre acquisition? Pour mieux comprendre en fait dans quelle démarche sont les clients qui découvrent mon produit. Est-ce que vous collectez des avis clients? Comment vous faites pour avoir du retour qualitatif? Pareil, super question de me challenger sur comment on fait aujourd'hui dans notre équipe produit pour avoir des feedbacks. Et ensuite, vous voyez, pareil, moi, dans mon étude de cas, on met des objectifs hyper précis. Donc, voilà, on veut tant de taux de conversion, on veut atteindre tant de chiffre d'affaires. Me demander, en fait, tout simplement, comment ont été déterminés les objectifs, qui les a déterminés, est-ce que ça se base sur un bench, est-ce que ça se base sur
des interviews clients que vous avez fait. Donc ça, c'est des super questions qu'on a pu me poser dans des entretiens et qui ont mené à des restitutions assez riches. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est des exemples aussi de restitutions qu'on m'a faites. Un candidat qui m'avait super bien mappé le parcours et le user flow. Vraiment des briques hyper simples pour me montrer qu'il avait compris chaque étape. Et ensuite, il avait mappé sur chaque étape qu'est-ce que je veux faire à mon utilisateur. Et il s'était projeté. Alors, il m'avait dit, c'est moi, ma projection. Donc, c'est pas forcément hyper complet, mais il avait fait l'exercice de se dire, OK, à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais ressentir? Est-ce que je suis heureux de mon expérience ou pas? Et du coup, je me suis dit, en fait, ce candidat, je vois directement les livrables qu'il pourrait me fournir. Si demain, il travaille avec moi, il va me fournir des livrables qui vont ressembler à ça. Donc oui, il serait basé sur des verbatims d'utilisateurs et pas les siens. Mais moi, ça m'a vachement aidé à me projeter sur, OK, ce candidat, il a une vision limpide du user flow. Il est capable de me fournir une restitution, un livrable d'insight. OK, il sait faire le job. Hyper rassurant. Autre exemple, une petite fiche persona. Pareil, elle était intuitée. Le candidat m'a dit, voilà, ça reste, ça sera approuvé. Il m'a expliqué comment il pourrait valider que son persona est la bonne. Mais en fait, de me proposer ce livrable qu'il avait rédigé lui-même, moi, ça me projette. Je sais que demain, je dis, il faut une fiche persona à ce product manager. En fait, il a déjà à peu près, j'ai déjà validé qu'il a la méthodologie, qu'il va chercher les bonnes informations. Donc après, oui, il faudrait qu'il le fasse dans la vraie vie avec mes utilisateurs, mais au moins, il a fait l'effort de se demander quels sont les problèmes de l'utilisateur, dans quel contexte il est, qu'est-ce qu'il peut ressentir. Et donc, rien que cette démarche, pour moi, il a coché un point d'un bon product manager, c'est qu'il a réfléchi à son utilisateur. Un dernier exemple de truc cool, posez vos hypothèses. Expliquez clairement, OK, voilà tout ce que je me suis dit quand j'ai fait le parcours. J'ai trouvé que le questionnaire, il était long, j'ai galéré à remplir les champs. Voilà, tous les problèmes que j'ai pu intuiter et je les liste sous forme d'hypothèses pour les exposer pendant mon étude de cas. Donc ça, c'est des trucs que j'ai trouvé cool. Et ensuite, des phrases que j'ai trouvées beaucoup moins cool et de candidats qui, au final, ne sont pas passés. Le candidat qui me dit j'ai pas eu le temps de regarder la concurrence ou j'avais pas assez d'informations, j'avais pas d'utilisateur à interroger. Alors ça, pour moi, c'est un no-go parce que dans la mesure où moi, je laisse le temps de préparer l'étude de cas, pour moi, il faut que tu démontres d'avoir eu de la curiosité, il faut que tu sois allé chercher l'information. En fait, là, je suis en train de tester que tu es débrouillard. Donc, en fait, si tu me dis que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas assez d'infos et que tu t'es arrêté là, ça, c'est un no-go direct pour moi parce qu'en fait, ça veut dire que tu ne seras pas assez autonome et pas assez responsable. Et en tout cas, dans ma structure d'équipe et chez Captain Contrat, ce n'est pas le type de profil qu'on cherche. Pareil, les candidats qui me disent non, j'ai aucune question, tout était clair. En général, ce n'est pas un très bon indice. Ça peut me laisser un peu sceptique. Je trouve que c'est un peu compliqué quand les gens soit il sait pas, je me dis soit il sait pas du tout poser de questions et du coup c'est pas ouf, soit il est tellement sûr de lui qu'il n'a pas de questions. Dans tous les cas, c'est pas des indices, tox. Encore une fois, dans le cas où moi j'ai laissé du temps, le candidat qui me dit j'ai pas testé votre parcours. Non, je l'ai pas forcément testé et j'en ai qui sont pas allés mettre un pied sur le produit alors qu'ils ont une étude de cas à préparer. Je trouve ça un peu dommage. Et puis ça, c'est des phrases qu'on m'a sorties en entretien. Oui, là, je déterminerai quels sont les points décisionnels de l'utilisateur et ce qui peut les influencer. Ouais, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment tu fais pour aller chercher ces points décisionnels? Quel type de questions tu poses? Si toi, tu devais intuiter quels sont ces points qui forgent la décision de l'utilisateur, ça serait lesquels? En fait, me sortir des méthodologies comme ça un peu vagues, sans me donner d'éléments concrets auxquels me raccrocher de soit qu'est-ce que toi t'intuites comme point décisionnel ou comment tu irais chercher l'information. Si tu me sors juste cette phrase, ça aussi, ça va me poser un problème. Quelqu'un qui me dit oui, j'établirais un mapping chronologique. Ok, mais comment tu ferais, encore une fois? Montre-moi un exemple de c'est quoi un mapping chronologique quand toi tu le réalises. Et là, j'en reviens à l'exemple que j'avais avant. Me construire une petite matrice pour me montrer que tu es capable de le faire et que tu sais ce que ça veut dire un livrable de mapping chronologique et que tu n'es pas juste en train de me sortir une méthode que tu as entendue dans un article, mais en fait, tu n'as aucune idée de comment le faire.
Ça, c'est des choses assez importantes. Et je vais terminer avec un peu la fin de l'étude de cas. Très important de prendre le temps de conclure, et ça, je pense que vous pouvez le faire même si vous êtes en live et que le recruteur il vous pose pas la question. Demandez-lui ce temps, prenez ce temps de lui dire attendez juste, du coup j'aimerais avant de passer à la suite, j'aimerais juste conclure sur ce que j'ai retenu de cet échange avec vous, ce que j'ai retenu de cette étude de cas. Voilà le problème qu'on a essayé, voilà le contexte dans lequel on était, voilà le problème qu'on a essayé de résoudre, voilà la solution que moi je privilégierais. Et puis voilà les prochaines étapes que je mettrais en place si demain j'étais vraiment dans le problème, dans le poste. Voilà ce que je ferais pour avancer dans la résolution de ce problème. Donc vraiment récapituler pour montrer à ce moment-là, en fait, votre esprit de synthèse, votre capacité à faire un wrap-up en fin de réunion, et puis clôturer aussi proprement, tout simplement, votre étude de cas. Et puis la dernière chose qui est peu pratiquée mais hyper intéressante, c'est demander du feedback aussi sur l'étude de cas. Demandez à votre interlocuteur à la fin, ok, est-ce que vous avez d'autres questions déjà par rapport à ce que je viens de vous présenter? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Qu'est-ce que vous avez pensé de mon travail? Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez aimé que je développe plus? Comment vous, dans la vraie vie, vous avez résolu ce cas? Voilà, ça, c'est tout un exemple de questions. Vous ne posez peut-être pas les 5, choisissez une ou deux. Mais en tout cas, ça, déjà, d'une part, ça va initier un dialogue pour la suite de l'entretien. Ça va prouver votre humilité, votre capacité à prendre le feedback. Et puis, ça va montrer aussi, ça va projeter aussi votre peut-être futur manager dans une discussion et dans une relation avec vous. Si vous deviez bosser ensemble sur un sujet à résoudre, voilà comment ça pourrait se passer. Et ça prouve que vous êtes capable de prendre le feedback, de peut-être réagir, rediscuter après, et que vous vous intéressez au produit un peu profondément. Ce n'est pas juste l'étude de cas et basta. Non, en fait, vous cherchez à savoir dans la vraie vie comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place. Ça montre votre intérêt aussi pour le produit auquel vous êtes en train de postuler. Donc ça, c'est des super, pour moi, c'est des super éléments à poser. Et puis, juste pour clôturer, comme ça, après, on pourra revenir peut-être s'il y avait des questions. Mais en gros, moi, c'est un peu ma checklist de ce que je veux vérifier quand je fais passer un entretien. Donc, la première chose, donc il y a une petite liste de hard skills et une petite liste de soft skills qui sont autant de choses que tu peux détecter dans l'étude de cas. Et dites-vous que du coup, là, l'interlocuteur que vous avez en face de vous, il est en train d'analyser un peu tous ces points chez vous. Donc, en termes de hard skills, ce que je vais tester, c'est déjà est-ce qu'il est capable de faire du discovery, est-ce qu'il est un peu débrouillard. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est est-ce que le candidat, il a posé beaucoup de questions, est-ce qu'il pose des hypothèses, et est-ce qu'il s'est bougé pour aller faire un peu de discovery lui-même, soit en fouillant des forums, des avis, en interrogeant des gens dans son réseau. Voilà. Deuxième chose, c'est est-ce qu'il est curieux, est-ce qu'il fait preuve de bon sens, est-ce qu'il s'est renseigné un peu sur l'écosystème, sur la concurrence, est-ce qu'il a fouillé mon site de fond en comble, est-ce qu'il a essayé mon produit. Voilà, tout simplement, est-ce qu'il ouvre les yeux, est-ce qu'il regarde un peu tout ce qui se passe, très important. Ensuite, c'est comment il m'explique une méthodologie, comment il avance, comment il prouve les choses et comment des méthodes peuvent servir son objectif. Et est-ce qu'il me parle d'indicateurs à suivre? Est-ce qu'il est capable de rattacher des solutions à des problèmes? Donc ça, c'est vraiment la manière dont il va structurer sa pensée et se projeter dans la réalisation de l'étude de cas. Ensuite, je teste le pragmatisme. Donc, c'est est-ce que le candidat, il va venir et il va me poser 20 problèmes à résoudre et en fait, on va faire la liste des 20 problèmes un à un avec toutes les solutions, ou est-ce qu'en fait, de lui-même, direct, il a priorisé les 3 plus importants et en fait, on va passer notre étude de cas sur les 3 plus importants.
les nombres d'études de cas où en fait on voit que les candidats ils cherchent à donner un maximum de trucs pour montrer qu'ils ont pensé à tout. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Nous, quand on cherche un product manager, on cherche quelqu'un qui saura faire le tri dans ce qui est important, dans ce qui est le plus urgent ou pas. Donc, dès l'étude de cas, prouvez que vous êtes capable de juste pas faire un listing de problèmes ou un listing de solutions, mais que vous avez aussi le recul pour dire, OK, mais là, en fait, j'ai 1 heure d'étude de cas, je vais parler que de 1 ou 2 problèmes et je vais vous proposer que les 1 ou 2 solutions qui me semblent les plus impactantes. Ça sert à rien de faire la liste à la Prévert de tout ce qu'on a imaginé dans sa tête. Et enfin, c'est est-ce qu'il est concret, donc est-ce qu'il va me donner des exemples, est-ce qu'il va se projeter dans la vraie vie. Donc là encore, c'est ce que je disais, est-ce qu'il s'est projeté sur comment il irait recruter des utilisateurs, le type de questions qu'il poserait, qu'est-ce qu'il a vu comme benchmark de solutions pour le problème qu'on est en train de regarder. Voilà, les présentations d'études de cas qui sont juste des listes de méthodologies, c'est un petit peu, en tout cas pour moi, c'est no-go. Et ensuite, dans la partie plus soft skills, ce que je vais regarder dans l'étude de cas, c'est est-ce que le candidat il prend la main, est-ce qu'il va leader le sujet. Donc en fait, en général, moi je commence en disant OK, bon bah on va commencer par l'étude de cas et puis je me tais et j'attends de voir si le candidat il prend la parole, il me partage son écran, il lance la conversation en reposant le contexte. Voilà, est-ce qu'il va leader, est-ce qu'il va prendre la main, et moi ça me projette. OK, demain on est en réunion ensemble avec des sales. Ou avec du marketing, ou avec des devs, c'est quoi sa capacité à leader une équipe et à animer tout simplement la réunion. Deuxième chose, c'est comment il réagit au feedback. Est-ce qu'il laisse des pauses pour me laisser dans son discours, pour me laisser le temps de poser une question? Est-ce qu'il me demande de temps en temps si c'est clair ce qu'il dit, si j'ai une question à poser? Quand je le contre ou quand je lui dis « Ah ben là, tu n'as pas pensé à ça », est-ce qu'il se stresse, est-ce qu'il panique, est-ce qu'il prend le temps, est-ce qu'il sait argumenter. Donc vraiment, comment il va réagir dès qu'il y a un peu de friction. J'en ai beaucoup parlé. Est-ce que le discours il est clair, structuré? Est-ce qu'il y a une histoire qui se raconte? Est-ce qu'il a pris un peu le recul de choisir les 2-3 bullet points importants ou est-ce qu'il part dans tous les sens? Est-ce qu'il est capable de rattacher ensuite les briques de son histoire? Et ça, c'est notamment, je pense, important. Si vous êtes dans une étude de cas en live, vous allez avancer petit à petit avec le recruteur. Il va vous poser des questions, il va vous poser des questions. À la fin, est-ce que vous êtes capable de récapituler tout ce que vous venez de dire et d'en faire une histoire cohérente? Ça, c'est un bon exercice qu'on fait beaucoup en conseil et qui a beaucoup de valeur aussi quand on est product manager. Et la dernière chose, j'en ai pas encore forcément parlé jusque-là, mais l'étude de cas, c'est aussi un bon moment pour voir la tendance naturelle aux gens à être team spirit et à bosser sans silo dans une organisation. C'est assez flagrant. Il y a vraiment un pool de candidats qui, pendant toute l'étude de cas, va me dire oui, ben là, j'irai chercher des informations auprès du marketing, j'irai interroger les sales, j'irai voir le support client, je proposerai mes solutions aux autres personnes de l'équipe pour m'aider à prioriser ou pour me challenger. Il y a ce typologie. Et puis, il y a des gens qui, pendant tout l'entretien, ne vont pas faire mention d'une seule autre personne de l'organisation. Et ça, pour moi, ça fait une vraie différence. Et j'attends, moi, d'un product manager, il va devoir travailler avec toutes les parties prenantes de la boîte. Et normalement, il va être avoir les écoutilles très ouvertes. Et donc, s'il ne me parle pas naturellement pendant l'étude de cas des autres équipes, de comment il va se servir, comment il va leverager les autres équipes pour lui construire ses idées, pour lui construire un bon produit, en général, c'est un signe qui est aussi assez négatif. Donc, n'hésitez pas pendant vos études de cas à dire quelles seraient tout au long de la résolution du problème vos interactions avec l'équipe si vous étiez réellement dans l'entreprise. Voilà, qui vous iriez chercher pour vous aider ou pour vous challenger. Parlez des autres personnes avec qui vous avez bossé dans vos précédentes expériences pour résoudre des problèmes, des personnes qui vous ont aidé. Parce qu'encore une fois, je pense que ça démontre de beaucoup d'humilité, de beaucoup d'écoute. Et en tout cas, pour moi, c'est des points qui sont super positifs quand vous postulez en tant que product manager.
Merci beaucoup, Flora. J'espère que ça avait de la valeur pour vous. On va passer aux questions. Pour celles et ceux qui doivent partir, avant de partir, n'hésitez pas à nous mettre une petite note sur 5 ainsi qu'un commentaire, s'il vous plaît. Déjà, première question, c'est celle de Caroline. Combien de temps de prépa et de restitution pour les études de cas chez Captain Contrat? Yes, pour moi, normalement, si tu passes 2 heures, c'est bon. Et la restitution, c'est une demi-heure. En fait, c'est un entretien d'1 heure avec moi. On passe une demi-heure sur l'étude de cas et après, on fait une demi-heure de questions-réponses classiques. Mais moi, j'attends pas que les candidats aient passé plus de 2 heures. Yes. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les rajouter. Moi, j'en avais une. J'ai vu pas mal de startups corréler l'étude de cas au salaire, à la proposition salariale. Okay. Alors que d'habitude, c'est plus le profil qui est corrélé à la proposition salariale. Est-ce que tu fais ça, toi, chez Captain Contrat? Non, pas du tout. Pour moi, l'étude de cas, elle me sert à checker si tu valides ma scorecard et si tu as les compétences et les valeurs ou les soft skills que j'attends de ta part. Si tu les coches, pour moi, après, non, je ne fais pas de notation et il n'y a aucune corrélation au salaire qui est uniquement liée au profil et au poste que tu vas occuper dans la boîte. D'ailleurs, en parlant après, de... Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais je pense qu'après, je pense que comme je disais au début, il y a plusieurs typologies d'études de cas. Moi, mon étude de cas, elle ne me sert pas forcément à valider que vous avez les bonnes solutions, les bons problèmes. Et je pense que vous l'avez peut-être senti dans ma présentation, mais moi, j'attends surtout que le candidat il ait les bonnes démarches, il ait le bon mindset, il ait les bons réflexes. Et c'est ça que je vais plutôt surveiller pendant l'étude de cas. Plutôt que de m'attacher aux solutions vraiment proposées. Au final, s'il me propose des solutions qui sont un peu à côté de la plaque, moi, tant qu'il assume l'expliquer, qu'il m'explique comment il pourrait la valider, etc., à la limite, c'est pas grave, tu vois, il a le droit de se tromper dans les solutions et pour moi, je ne m'attends pas qu'il m'apporte qu'il ait les bonnes réponses forcément pendant l'étude de cas, donc je trouverais ça compliqué de noter là-dessus. Encore une fois, je pense que c'est lié à notre taille de structure et à nos valeurs et notre manière de fonctionner qui fait que c'est pas, je juge pas trop le fond de l'étude de cas. Comment se passe la partie évaluation? Est-ce que tu es là à mettre des notes en fonction de ta scorecard? Est-ce que c'est un débrief à chaud avec d'autres personnes? Comment est-ce que tu évalues et que tu tries, toi, les candidatures derrière? Ouais, sur l'étude de cas? Ouais. En fait, moi, sur mon étude de cas, j'ai la liste de un peu, d'ailleurs, que j'ai un peu de vous livrer, de toutes les questions et tous les points que j'attends. Ce que je fais pendant l'étude de cas, c'est que globalement, je note beaucoup de choses très brutes, soit mes ressentis, soit les questions qu'a posées la personne ou les idées qu'elle m'a données. Et ensuite, en général, je fais ça, je sais pas, je fais ça en fin de journée ou le lendemain matin, je me repose sur mes notes à tête reposée, je prends ma scorecard à côté et je dis OK, pas OK. Et si ça remplit, voilà, je sais pas s'il remplit 80% de la scorecard, il passe et sinon il passe pas. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as un exemple de un peu pépite, tu vois, d'un candidat ou d'une candidate en étude de cas? Je suis assez friand de ça. Ouais, je pense que typiquement, le candidat qui m'avait dit, nous, notre étude de cas, c'est on a tel produit qui ne convertit pas et sur lequel on n'arrive pas à avoir des clients parce que notre funnel, il ne marche pas. Et là, je sais pas, en fait, le candidat commence à me raconter des choses et me dit, mais tu as testé le funnel? Tu as essayé d'acheter le produit pour te mettre à la place de l'utilisateur? Et là, il me dit, non, j'ai pas eu le temps. Et là, j'étais là, ok, en fait, ça va être compliqué, effectivement, d'analyser un funnel si tu ne l'as pas testé toi-même. Et si tu ne l'as pas donné à tester à des gens, c'est sûr qu'on va rester... Et en fait, du coup, il me sortait une liste de méthodos. Et après, il était parti un peu sur le branding de la marque, qui n'est pas inintéressant en soi, tu vois, mais juste teste le produit. Enfin, c'est la première chose à faire
pour ton étude de cas, c'est toi te projeter à la place d'un utilisateur et toi prendre en main le produit pour que tu saches de quoi tu parles en fait. Ouais. Alors, on a quelques ça, remarques assez justement dans la chatbox sur le fait que 2 heures, c'est un peu court pour tester le produit. Moi, j'ai juste une petite remarque par rapport à ça, une petite réponse par rapport à ça. C'est bien d'avoir testé le produit avant de postuler, avant même le premier entretien avec une entreprise tech. Surtout que l'étude de cas, elle ne doit pas porter. Après, ça, encore une fois, hein, ça dépend peut-être des produits. J'en ai peut-être pas des complexes en tête, mais typiquement, nous, notre étude de cas, c'est un funnel de conversion. Donc, c'est 10 pages de questionnaire. Je pense que ça prend littéralement 10 minutes de les parcourir. Après, peut-être un tout petit peu plus de temps si on veut à chaque page se poser sur qu'est-ce que je trouve cool, qu'est-ce que je trouve pas cool. Mais en vrai, c'est quand même assez rapide. Après, oui, il y a des produits qui ont des profondeurs énormes, mais je pense que, comme tu le dis, d'une part, déjà, normalement, avant de postuler, tu as quand même déjà commencé à gratter, à regarder un peu ce que c'était le produit. Et d'autre part, l'étude de cas, normalement, elle est sur une partie du produit. Donc, vous n'avez pas besoin de tout retester. Vous testez la partie juste un peu avant et juste un peu après la partie qui est censée poser problème. Merci beaucoup, Flora. Ça avait beaucoup de valeur. On va mettre la vidéo sur notre chaîne YouTube. C'était vraiment cool de t'avoir. C'était vraiment cool de vous avoir aussi. N'hésitez pas à nous mettre à mettre une note sur 5 et un commentaire avant de partir. Voilà. Si nous, on a un dernier webinaire qui arrive avant les vacances, ce sera le jeudi ou le mercredi, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ce sera un très, très beau webinaire. Je vous en dis pas plus. Et voilà. Et encore une fois, celles et ceux qui veulent s'inscrire à Open Candidates sur juillet, c'est encore ouvert. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci encore Flora et à très bientôt.